Nous aujourd'hui pour ce club des territoires spécial grand débat sur la question de l'immigration, 3 sénateurs. Bonjour Jérôme Durin. Bonjour. Merci d'être avec nous, sénateur socialiste de Saône-et-Loire. Xavier Iacovelli, bonjour. Bonjour. Merci d'être là, sénateur RDPI Renaissance des Hauts-de-Seine, c'est le groupe des sénateurs de la majorité présidentielle. Et Jérôme Bachère, bonjour, sénateur Les Républicains de l'Oise. Bonjour. Merci à tous les trois d'être là. Évidemment, Bonjour. Alex nous a rejoint. Grand débat donc avec vous sur l'immigration. Elisabeth Borne sera devant le Sénat cet après-midi pour présenter les grandes lignes de son projet de loi. Un texte qu'elle dit équilibré entre humanité et fermeté. Vous nous direz ce que vous en pensez et si un compromis est possible. On va voir dans quelques instants les grandes lignes de ce texte avec vous, Alex. Mais d'abord, un mot, messieurs, avant de parler du fond, sur la méthode. Venir débattre devant vous cet après-midi, comme va le faire Elisabeth Borne, avant même la présentation du texte en Conseil des ministres, c'est une bonne chose, Jérôme Durin? Écoutez, c'est un tour de chauffe. Donc, si ça permet effectivement un débat utile, c'est bon à prendre. Ça permettra peut-être de préciser un certain nombre de choses qui ne sont pas encore tout à fait claires dans les quelques éléments dont nous disposons. Donc, soyons ouverts à ce stade de la réflexion. En quelques mots, lesquels on rentrera dans le détail après? Oui, notamment sur la question du travail. On va évidemment en parler. Sur la méthode, Jérôme Bachère, ça vous va cette méthode? C'est un signe d'ouverture envers le Parlement? Ça occupe le terrain, oui. C'est plus... C'est que ça. Oui, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On a des ministres qui ont fait des déclarations. 2 ministres, Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, Olivier Dussopt, ministre en charge du Travail. Et derrière, rien. Un texte sur l'immigration qui devait venir en septembre, puis en janvier, puis en mars. Comme disait Jean-François Copé avant, c'est comme sur la retraite. Plus on avance, plus on recule, quoi. C'est peut-être une étape, c'est peut-être pour nous dire qu'on va encore repousser. Je ne sais pas. On va l'écouter. Xavier Iacovelli, qu'est-ce que vous répondez à ça? Oui, c'était une promesse du président de la République de pouvoir faire un débat sur l'immigration, un débat annuel sur l'immigration. C'était d'ailleurs une demande de l'opposition, et je crois de l'opposition LR. Donc, on répond favorablement aux demandes de l'opposition. Donc, je pense que mon collègue devrait être content. Et puis, ça va aussi dans le bon sens. C'est-à-dire qu'il y a une concertation, il y a une présentation d'un projet. Ensuite, il y a la concertation, il y a le débat au Parlement. Et ensuite, on passera effectivement sur l'examen du texte avec les différents apports des groupes politiques. Je pense que c'est ça aussi la nouvelle méthode qui est prônée par le président de la République depuis mai dernier. Ça vous fait rire, Jérôme Bachère? Non, attendez, qu'est-ce que c'est que cette méthode? Il n'y a pas de méthode, hein. Honnêtement. On sort de la loi de finances, vous savez. On avait à peine voté la loi de finances au Sénat qu'une demi-heure après, il y avait 200 millions de plus pour ceci. Le lendemain matin, 1 milliard de plus pour cela. Donc on voit bien qu'on n'a pas changé de méthode en vérité. On fait ce qu'on veut. Par contre, vous n'avez pas changé de méthode, c'est toujours dans la posture, quoi. Non, mais moi... Non, mais en fait, vous demandez un débat qu'on met en place, mais par contre, vous n'êtes pas content parce qu'on met en place le débat avant la loi. Donc, il va falloir que vous nous expliquiez. La posture, c'est celle de déclarer très fermement il y aura une loi sur l'immigration en septembre. Non, en octobre déjà, parce que septembre, on n'était pas... En septembre. On n'avait pas repris. On devait commencer d'ailleurs au mois d'octobre au Sénat par la loi immigration. Effectivement, vous avez raison. Merci. Sauf qu'accessoirement, il y a eu d'autres textes qui étaient peut-être plus importants pour notre pays. Et donc, ça a été décalé. D'abord en janvier, et effectivement, avec un débat qui est prévu en décembre. Donc, nous aurons le texte à partir de fin janvier, début février. A priori, on devrait s'en remettre. On verra. Bon, et Gérald Darmanin avait dit que la LOPMI, la loi de programmation du ministère de l'Intérieur, était une priorité puisque c'était 15 milliards pour les forces de l'ordre. Visiblement, ce n'est pas votre avis, Jérôme Bachère. On ne va pas refaire ce débat. Juste, 29e loi asile et immigration depuis 1980. C'est une loi qui est vraiment nécessaire, Xavier Iacovelli? Je pense que, contrairement aux 28 autres lois sur l'immigration, celle-ci, elle est équilibrée. C'est-à-dire qu'on parle effectivement de la question de la régulation de l'immigration, de faire en sorte d'avoir une fermeté aussi pour ceux qui n'ont pas vocation à être sur le territoire, mais faire en sorte de régulariser, de faire en sorte de mieux intégrer ceux qui ont vocation à être sur notre territoire, de faciliter aussi les demandes d'asile, Et puis, la question qui est pour moi indispensable, c'est la question de l'intégration par le travail et l'intégration par le français. Quand on voit que 25% aujourd'hui des ressortissants étrangers qui ont leur titre de séjour ne parlent pas français, je pense qu'il y a un problème d'intégration par la suite. Et donc aujourd'hui, il y a une obligation uniquement de suivre un cursus de environ 600 heures de français, mais il n'y a pas une obligation de résultat. Là, on passerait, et on se mettrait d'ailleurs en cohérence avec nos voisins européens, notamment l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas, avec une obligation d'avoir un minimum requis de français, parce que c'est par la langue qu'on peut s'intégrer dans un pays. Là-dessus, sur la nécessité de la loi, Jérôme Durin? Sur la nécessité de l'intégration, oui. Mais pas d'en passer par une nouvelle loi. Sur les termes du débat, on voit qu'on reste quand même toujours dans des choses très
macroniste très en même temps. C'est binaire, c'est les gentils avec les gentils, méchants avec les méchants, la fermeté, l'humanité. Et le diable, il se logera dans les détails. Comment ça se passe dans les préfectures? Comment ça se passe sur la liste des métiers en tension? Quels sont les processus réellement proposés pour l'intégration? C'est ça qu'il va falloir regarder. Allez, justement, on va rentrer dans le détail de ce texte, Alex, puisque on va voir quelles sont les grandes lignes avec vous de ce projet de loi, en tout cas ce qu'on en connaît, avec une dimension économique et sociale dont on parle beaucoup, vous d'abord. Et oui, on parle beaucoup de cette création d'un nouveau titre de séjour de métier en tension que le gouvernement veut créer et qui permettra de régulariser les travailleurs sans papier et de les orienter dans les secteurs avec beaucoup d'emplois non pourvus en France. Alors, il existe une liste actuellement de métiers en tension, mais le gouvernement pourrait l'élargir à la restauration, la petite enfance, le bâtiment, la propreté et la logistique. On va écouter la Première ministre Elisabeth Borne la semaine dernière à l'Assemblée nationale sur cette régularisation des travailleurs sans papier. La question de la régularisation peut se poser pour des personnes en situation irrégulière, présentes sur notre sol depuis des années et qui travaillent depuis longtemps. Et avant que l'extrême droite ne tente une nouvelle manipulation, je le redis, il ne s'agit en aucun cas d'une régularisation massive, ni de laisser penser que la régularisation serait la réponse aux tensions sur le marché du travail. Il s'agit de régulariser certaines personnes qui contribuent depuis longtemps à la richesse nationale, mais qui subissent parfois des conditions de travail indignes et restent enfermées dans un statut précaire. Et puis, l'autre objectif de ce texte, c'est d'accélérer le traitement des demandes d'asile. Une obligation de quitter le territoire français sera délivrée dès le premier rejet de la demande d'asile, mais il y aura toujours la possibilité de faire appel pour suspendre cette décision d'expulsion. Et puis, toujours pour accélérer le traitement de la demande d'asile, eh bien, la Cour nationale du droit d'asile, qui prend les décisions en appel, sera déployée dans plusieurs régions et plus uniquement à Paris. Et puis, Alex, ce texte a aussi pour objectif de faciliter les expulsions. Oui, car pour l'instant, seulement 10% des obligations de quitter le territoire français sont effectivement exécutées. C'est assez peu. Et Gérald Darmanin veut muscler sa politique d'expulsion, d'abord en donnant la priorité à l'expulsion des étrangers délinquants, en simplifiant le traitement des contentieux. 4 recours contre une expulsion seront désormais possibles au lieu de 12. Et puis en cas de menace de troubles à l'ordre public, certaines protections contre l'expulsion seront levées pour certaines personnes, par exemple, qui résident en France depuis plus de 10 ans ou qui sont arrivées en France durant leur enfance ou qui sont mariés à un Français. Jérôme Bascher, c'est un texte pour vous qui est équilibré entre humanité et fermeté, comme le vante le gouvernement? Bah non. Pourquoi? Bah non, il n'y a pas du tout de la fermeté. La fermeté, elle peut se faire d'ores et déjà avec les textes existants. Je vais vous donner un seul exemple et aussi de ce qu'il ne faut pas faire. Moi, j'étais très content que la France, je le dis très simplement, accueille l'Ocean Viking. Pas de problème là-dessus, on ne va pas laisser, c'est absolument horrible. Je suis absolument scandalisé du traitement qui a été fait après de ces migrants. Ils sont partis à la rue, les tribunaux n'ont pas pu juger de leur cas, etc. Et ainsi de suite. On voit bien qu'on ne sait pas déployer les moyens qu'il faut lorsqu'on veut traiter un sujet exceptionnel. Et bien là, c'est à peu près la même chose. Vous n'arriverez pas à traiter les choses de cette façon-là. Vous savez, j'ai été auditionné, j'ai travaillé à l'époque pour ce qu'on appelait la Sonacotra, à Doma, et qui est le premier gestionnaire de demandeurs d'asile en France. À l'époque, Philippe Dallier nous interrogeait, savoir qu'est-ce qu'on peut faire sur la demande d'asile, etc. On en est toujours au même point, en vérité. Et les nouveaux textes ne changent rien. Ça fait des années et des années que, en revanche, ce qu'on ne fait pas, c'est revoir qui a le droit à demander l'asile. Car la vérité, c'est que la France est aujourd'hui embolisée par des faux demandeurs d'asile. C'est à peu près 2/3 des rejets. Ça doit être ça les chiffres. Je laisse regarder mes collègues. Et parce que là-dessus, il y a près de la moitié qui n'ont rien à faire avec une demande d'asile. C'est juste une demande d'immigration illégale. Et on s'occupe pendant cela de 2 ans, 3 ans. On touche l'allocation, j'allais dire, d'attente pendant ce temps-là. On est parfois dans des filières très organisées. Je pense à la Tchétchénie, par exemple. Les Tchétchènes, une filière tchétchène en France, finalement de malfaisants, qui demande le droit d'asile, est débouté au bout de 2 ans et passe les clés de la Mercedes sur le parking du CADA à son successeur. Jérôme Durin, mais un peu même question qu'à Jérôme Bascher. Dire qui on veut, qui on peut accueillir, et dire qui on ne veut pas et qui on ne peut pas accueillir. C'est comme ça qu'Elisabeth Borne résume ce texte et la philosophie du gouvernement sur l'immigration. C'est une bonne philosophie? Moi, je pense qu'on ne peut pas avoir une bonne politique d'immigration si elle n'est pas adossée à un vrai projet républicain. Et si on ne pose pas les bases politiques au sens
républicaine de ce débat. C'est-à-dire que est-ce que la France est un pays qui est heureux d'accueillir de nouvelles populations, qui est capable de les intégrer, qui est capable d'en faire des Français. Tant qu'on ne pose pas ces questions et qu'on reste sur des amalgames, on a entendu en séance au Sénat la semaine dernière Ocean Viking, réfugiés, terroristes, Bataclan. Bon, si le débat c'est ça, au secours. Mais là, dans la bouche d'Elisabeth Borne, c'est pas ça, puisqu'elle dit il faut voir qui on accueille, il faut mieux accueillir et voir jusqu'où on peut accueillir. Quelle intégration ? C'est le sujet. Et comment on met fin au gâchis ? Ces questions d'OQTF non exécutées, c'est un gâchis immense pour nos forces de sécurité intérieure. On balade des gens d'un bout de la France à l'autre bout, on les emmène en CRA, on les sort du CRA pour les emmener à l'avion. Qui sont les centres de rétention. Ils repartent en CRA. Enfin, tout ça est minable. Et puis je termine sur la question du travail. Moi j'avais fait une proposition de loi Ravaclet pour intégrer des jeunes majeurs passés par l'aide sociale à l'enfance. Juste pour qu'on rappelle, Ravaclet, c'était ce boulanger byzantin qui avait fait une grève de la faim pour obtenir la régularisation de son apprenti. Mais quel gâchis! Il y a des gens qui travaillent dans des métiers réellement en tension. 8000 postes dans la boulangerie. On va y venir, justement. Et pourtant, ça on va y venir, mais sur la philosophie. Je vous laisse répondre sur la philosophie, Xavier Iacovelli, puisque Jérôme Durain et Jérôme Bachelard sont d'accord pour dire qu'il faut poser la question de l'accueil républicain. Non, mais moi, je suis complètement d'accord. Et je suis d'accord aussi avec Jérôme Durain sur la question du gâchis. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on veut faire un texte qui puisse corriger un certain nombre de défauts dans notre loi, et notamment sur la question de l'intégration. Quand on sait aujourd'hui que dans notre pays, la question de la restauration, la question du bâtiment, la question de la boulangerie, par exemple, ne sont pas considérés comme des métiers en tension dans la liste qui est établie au niveau national, ça pose un vrai problème. Donc effectivement, il faut revoir cette liste des métiers en tension, qui d'ailleurs, et c'est un engagement depuis 2019 du gouvernement, cette liste sera revue. Cette liste, j'ai pas dit qu'il y avait besoin de loi pour ça. Cette liste sera revue chaque année pour justement faire en sorte que la pénurie soit établie chaque année pour les métiers en tension, et ça va nous permettre de créer effectivement un titre de séjour pour ces métiers en tension. Et je pense aussi d'ailleurs sur un titre de séjour que Nicolas Sarkozy avait créé, je crois, c'était le titre talent et compétences, le passeport talent, pardon, le passeport talent. Et donc aujourd'hui, on veut l'élargir également à tout ce qui est métier médical, tout ce qui est paramédical, et tout ce qui nous permettra aussi d'avoir des compétences étrangères que nous manquons en France pour pallier aux pénuries de recrutement. Aujourd'hui, 60% des entreprises dans notre pays ont des difficultés de recrutement, 30% du milieu industriel n'arrive pas à recruter et baisse sa production pour des raisons de recrutement. Donc on voit bien qu'il y a aussi une demande du tissu économique de pouvoir avoir une vraie loi d'intégration. On va parler de ce sujet, je vous laisse répondre, Jérôme Bachelard. Après, on a un exemple justement de reportage, on ira à Metz. Non, mais c'est quoi le métier qui n'est pas en tension aujourd'hui ? Voilà. Donc, ouvrir la liste des métiers en tension, c'est dire, la France entière est en tension. Enfin, c'est donc une sorte de blague. Et il n'y a pas besoin de loi pour le faire. Comme il n'y a pas besoin de loi pour revoir les pays où il n'y a pas la possibilité de demander l'asile. Il y a déjà beaucoup de choses qui peuvent être faites et qui ne sont pas faites. Donc, je suis désolé, cette loi simule l'idée de on va faire une politique d'immigration. Le vrai sujet, moi j'aurais aimé, et je suis très d'accord, je pense qu'on peut être d'accord ensemble, j'aurais vraiment aimé une loi sur l'intégration. Mais c'est exactement ça. Non, c'est une loi d'immigration avec... excusez-moi, c'est la première fois qu'on a un volet intégration qui est aussi important sur les lois justement d'immigration. Regardez la loi de 2018, c'était pas du tout sur cette question-là. On était sur une question plutôt d'intégration et de régulation de l'immigration. Là, on est sur effectivement une fermeté et un recours aussi, une réduction des délais sur les recours et sur l'établissement des OQTF. 4 recours possibles, 4 recours. Oui, il y en a 12 actuellement, monsieur le sénateur, il y en a 12 actuellement. Effectivement, le Conseil d'État a préconisé en mars 2020 de réduire à 2 plus 1, 2 d'urgence, 1 ordinaire. Aujourd'hui, on propose 4 dans ce texte pour pallier aux 12 qui existent actuellement. Donc effectivement, on réduit les délais, ça doit passer par la loi, vous le savez très bien. Et donc on a besoin d'avoir à la fois de la fermeté, une réduction des délais, mais aussi quelque chose qui intègre mieux ceux qui sont dans notre pays, et faire en sorte aussi de sortir de l'hypocrisie dans laquelle nous sommes actuellement, quand on voit qu'un certain nombre d'employeurs emploient des salariés étrangers qui payent des cotisations, qui payent des impôts, mais
qui aujourd'hui peuvent avoir des OQTF puisqu'ils sont en situation irrégulière. Donc il faut sortir aussi ces travailleurs des trappes à illégalité que certains employeurs malveillants peuvent mettre en place. Donc oui, effectivement, il faut sortir de l'hypocrisie pour ça. Jérôme Durain. On aimerait faire crédit à Xavier Iacovelli de ce qu'il dit, des intentions qui sont affichées. Je me souviens qu'à l'époque du texte que je proposais, il y avait peu d'ardeur chez les macronistes pour venir Moi, j'ai voté, donc, au secours de notre... J'ai voté pour. De notre... Pas à moi, pas sur l'ASE, pas sur l'aide sociale à l'enfance, ne dites pas ça à moi. De notre projet. J'ai soutenu et j'ai même co-signé votre proposition de loi. Et le drame du macronisme en l'espèce sur l'immigration, c'est toujours cette dimension tactique. C'est-à-dire qu'on a le sentiment qu'on est à la surface des choses, très superficielle. Alors c'est Gérald Darmanin qui cite Bainville de l'Action française, mais en prenant des propos dont on pourrait penser qu'ils sont presque de gauche. C'est l'humanité, la fermeté. C'est quoi le projet ? C'est quoi le projet de M. Macron, de Mme Borne, au fond, pour le pays ? Pour la France, pour les Français, qu'est-ce qu'on attend ? Alors, on peut dire, alors c'est pas que 4 motifs d'expulsion, c'est 12. Peu importe. Le sujet, c'est de comprendre dans le débat politique, de faire comprendre aux Français ce qu'on attend. Et je pense que on est parti comme toujours avec un coup à droite, un coup à gauche. Pour vous, c'est un même temps qui n'est pas tenable sur la question de l'immigration ? Sur ce sujet-là, on ne peut pas faire un équilibre entre humanité et fermeté ? Il faut qu'à un moment qu'on arrête de jouer. Et on ne peut pas toujours être dans la tactique. Donc, moi, j'aimerais que ça penche à gauche et à droite. Je crains que ça penche beaucoup à droite, notamment du fait de la configuration de l'Assemblée nationale. On verra ce qui restera de l'humanité une fois que la fermeté à la haine sera passée. Xavier Iacovelli, je vous laisse répondre. Après, on va vraiment voir ce reportage sur les métiers en tension. Quand on a aujourd'hui une population étrangère issue de l'étranger qui est un taux de chômage à peu près à 14,8%, alors que nous sommes à peu près à 7% pour la population née en France. On a vraiment une question aussi sur l'intégration par le travail. Et donc, c'est une des mesures portées par Olivier. C'est sûr, c'est compliqué, oui. Tout à fait. Et donc, c'est pour ça qu'on pense qu'il faut effectivement avoir une obligation d'avoir des acquis sur le français pour pouvoir avoir un titre de séjour. Ça, c'est aussi une modification par la loi que nous voulons mettre en place, et puis par l'intégration par le travail, parce qu'on pense, comme pour toutes les mesures de la réforme du travail que nous mettons pour les Français, nous pensons que l'intégration par le travail est la solution pour répondre à la fois aux besoins du tissu économique, mais aussi pour respecter notre cadre républicain. Et donc nous, on pense à ça, on pense que ça, c'est la meilleure méthode, de l'intégration par le travail, mais aussi une fermeté pour ceux qui n'ont pas vocation. La France, vocation, ce n'est pas que le travail. Oui, mais vous avez c'est aussi le travail, mais la France, c'est aussi autre chose. Ce sont des valeurs fortes et une vraie vision du pays, de ce qu'on veut en faire. Et tant qu'on ne l'exprimera pas, qu'on sera dans le en même temps, dans le simul en latin, et que ça donne simulation, eh bien, c'est exactement ce que l'on fait. On ne sait pas ce que l'on fait. On ne peut pas intégrer quand vous n'avez pas un corpus fort et commun pour intégrer les gens dans ce qu'est la France et qu'ils viennent apporter. Mais vous avez raison. Mais lorsque vous sortirez des grandes phrases, lorsque vous sortirez des grandes phrases, peut-être que vous pourrez nous faire des propositions. Et d'ailleurs, c'est le but du débat d'aujourd'hui et c'est le but du texte qui arrivera fin janvier. Celui qui a fait les propositions, c'est François-Noël Buffet qui a fait une proposition que je vais qualifier d'holistique, de générale, pour traiter du sujet. Eh bien, voilà. Nous avons fait la proposition et Gérald Darmanin, votre ministre de l'Intérieur, a dit que notre ministre de l'Intérieur, accessoirement, c'est le vôtre aussi, a choisi de s'inspirer de ce qu'a dit François-Noël Buffet. Alors, ne confondez pas. Donc, ne confondez pas. Oui, d'accord. Donc, voyez. Ce que je disais. Non. Sortez des postures. Essayez de travailler. La posture, c'est nous qui l'avons fait. Nous avons travaillé. Nous avons fait une proposition. Et nous attendons vos propositions qui sont largement dévoyées. Je pense qu'elles ont été annoncées par le ministre de l'Intérieur. On va revenir sur la question du travail, puisque vous l'avez dit, parmi les mesures du texte, faciliter la régularisation par le travail pour les travailleurs étrangers dans les métiers en tension. Les acteurs du secteur du bâtiment notamment attendent beaucoup de cette mesure. Audrey Vétaz nous emmène à Metz, dans une entreprise qui croule sous les demandes de chantier et peine pourtant à trouver de la main-d'œuvre pour les honorer. Entre la crise des énergies et les normes européennes qui se durcissent, il n'y a jamais eu autant de demandes pour isoler les bâtiments. À Metz, PFF Façade est l'un des acteurs majeurs. À sa tête, David Arslan, un patron qu'on imagine comblé, et pourtant, il peine à recruter. Le bâtiment n'a pas forcément une image très sexy. Nouvelle génération, ils ont été orientés plutôt vers d'autres métiers que le bâtiment. Résultat, sur la cinquantaine de salariés de PFF, 80% sont des travailleurs étrangers ou arrivés en tant que tels. On prend ceux qui sont demandeurs. Et la plupart des candidats sont des immigrés d'origine étrangère.
parce qu'ils viennent des conditions très difficiles. Et déjà, ils sont contents de trouver un travail. David Arslan a même créé sa propre école de façadier unique en France pour former cette main-d'œuvre étrangère. Sissoko Tefé, 41 ans, fait partie de la première promotion. Il n'y connaissait rien en bâtiment. Ça me plaît, j'étais la joie d'avoir une place dans un travail que j'aime bien. Ça me décroche la joie et la tranquillité. Ce Mauritanien est arrivé en France via une procédure de regroupement familial. C'est toi ? David Arslan a pu le former et l'embaucher car il a un titre de séjour. Mais souvent ce n'est pas le cas. Le patron doit refuser des candidatures et de l'autre côté, refuser des chantiers faute de main-d'œuvre. Alors il attend beaucoup du projet de loi immigration qui devrait permettre d'assouplir les régularisations dans les métiers en tension, comme le bâtiment. Il y a des étrangers qui sont arrivés pour diverses raisons en France. Ils sont déjà sur le territoire français. Ils coûtent l'argent à l'État. Et de l'autre côté, il y a besoin de main-d'œuvre dans les entreprises. Il suffit juste de faire une connexion. Du côté des associations qui aident les personnes étrangères dans leur démarche, le sentiment est ambivalent. Il y a de l'attente. On est content au départ parce qu'effectivement, c'est quand même une régularisation par le travail. Ça devrait permettre de régulariser quand même un certain nombre de dossiers. Mais du scepticisme aussi, entre l'esprit du texte et la réalité de terrain. Toutes les précédentes lois qui apportaient des aménagements positifs n'ont jamais été respectées. Depuis 6 mois, on a des problèmes de demande de renouvellement. C'est-à-dire ce sont des gens qui travaillent depuis 3, 5, 7, 8, 10, 12 ans. Mais à cause de délais de traitement souvent trop longs en préfecture, près de 40 personnes n'ont pas pu renouveler leur titre de séjour dans la région. Elles étaient pourtant intégrées dans des entreprises qui ont dû les licencier. Bon, vous voyez avec cet exemple, c'est un exemple parmi d'autres évidemment, hein, Jérôme Bacher, mais ce chef d'entreprise qui a des chantiers, qui n'arrive pas à les honorer parce qu'il y a un manque de main-d'œuvre. Est-ce que du coup cette régularisation, en tout cas ces titres de séjour provisoires pour les étrangers qui sont dans des métiers en tension, c'est une proposition que vous pourriez voter ? Je ne suis pas sûr que nous votions les régularisations. Vous savez, c'est un vrai sujet sur, une fois que vous avez violé la loi, peut-être qu'il aurait fallu la changer avant. Changeons la loi, changeons les textes, et après on fait ce qu'il faut. Mais je comprends la détresse, et moi, il y a une chose qui m'a beaucoup plus touché dans ce reportage, c'est effectivement cet homme qui, avec de 41 ans, qui était heureux d'être en France pour la tranquillité. Et c'est ça une des vraies promesses qu'on doit avoir, et c'est ça la réalité de l'immigration aujourd'hui. Ce sont des gens malheureux qui viennent dans notre pays chercher de la tranquillité. Que ce soit, quand vous interrogez les policiers de l'air et des frontières à Menton, vous leur demandez, mais alors, qui vient ? Eh bien, ce sont encore des Irakiens, c'est encore le Moyen-Orient, et c'est encore l'Érythrée, l'Éthiopie, assez largement, ou la Mauritanie, où pas la peine de vous expliquer qu'on a été chassés, pour avoir des gens malheureux, opprimés, etc. Ils viennent chercher de la tranquillité et du travail. C'est pas des gens qui viennent faire un grand remplacement, comme certains voudraient le faire croire. Ce sont des gens qui viennent travailler, et dans la tranquillité. Et la tranquillité, c'est cette promesse républicaine qu'il faut maintenir. Et si vous ne la maintenez pas en laissant bien le modèle français républicain d'accueil, mais le modèle français républicain, alors à ce moment-là, vous recréez des ghettos, des villages, etc. Et ça, c'est pas souhaitable. Et en quoi ce texte dévoile le modèle français républicain d'accueil ? Ce texte ne traite pas du sujet. Et c'est bien ça le problème. C'est une vision à chaque fois parcellaire. Alors, il traite des petits bouts, dont on espère qu'ils sont positifs. Hein. Le passage de 12 à 3, dit le Conseil d'État, vous proposez 4. Vous voyez, vous êtes toujours à mi-chemin, en même temps. Allez, on ne va pas aller jusqu'au bout. Hein, ça serait dommage. Vous n'êtes pas très bon en maths, hein, parce que le mi-chemin entre 12 et 3, ça ne fait pas 4. Bon, sur cette question... Monsieur Iacovelli, quand vous aurez fait autant de mathématiques que moi, vous le saurez. Mais le mi-chemin, vous saurez... On revient à cette question, parce qu'on entend chez les LR... sur la question des métiers en tension, parce qu'on vient de voir le reportage, on entend chez les LR parler de projets de régularisation massive. Est-ce que vous aussi, vous êtes sur cette ligne ? Et en quoi c'est une régularisation massive ? Il n'y aura pas de régularisation massive, mais il y aura un sujet de régularisation. Et donc, derrière, vous avez aussi... Attendez, je vais vous dire un truc. Derrière, vous avez aussi des patrons voyous. Car quand vous allez sur les dépôts de chantier dans la région Île-de-France, vous savez, je ne vais pas citer de marque, mais ceux qui font les matériaux, eh bien vous avez tous les matins des camionnettes qui arrivent et qui ramassent 4-5 personnes
directement, qui sont là, qui demandent du travail. Tout le monde est dans l'illégalité. Alors si c'est pour régulariser et faciliter les patrons voyous, je n'en serai pas. Jérôme Durain là-dessus, sur cette proposition. Oui, moi je pense qu'il faut dissiper toute crainte dans la population sur le fait que, à la faveur des flux migratoires, on ait des gens mal intentionnés qui viennent chez nous. Alors les gentils, les méchants, c'est évident. C'est évident. C'est-à-dire qu'un État comme la France, un pays comme la France, ne peut pas supporter d'avoir des gens qui se comportent mal. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit. Et je pense que surtout, au fond, il faut qu'on transforme la peur en confiance. C'est-à-dire que est-ce qu'on est un pays d'intégration ? Est-ce qu'on en a les moyens ? Est-ce qu'on le souhaite ? Est-ce qu'on veut vraiment permettre des parcours à des personnes ? Voilà, poser ces questions, au fond, avant d'être, ce que je disais tout à l'heure, à la surface des choses. Et il me semble que un des enjeux, c'est d'arrêter le gâchis. Votre reportage le montre très bien. On a des gens dans ce pays qui se sont engagés dans des voies professionnalisantes, qui ont trouvé des employeurs, qui pour des problèmes administratifs, parce que ça coince dans les préfectures, parce qu'il y a des dispositifs arbitraires aussi chez les préfets, qui sont obligés des fois de faire un peu la politique du chiffre, conduit à prononcer des OQTF contre des personnes qu'on ne pourra pas exécuter parce qu'on n'a pas les laissez-passer consulaires, on marche sur la tête. Il y a une demande de travail, une offre de travail, on n'arrive pas à rapprocher les deux pour de sombres histoires administratives. Donc ça, si le texte permet de résoudre ça, on aura bien travaillé. Et je le dis pour les socialistes, au Sénat, nous, quand les textes sont intelligents, qui vont au bout des choses, on n'est pas dans l'idéologie. Sur la LOPMI, on ne nous attendait pas sur un vote favorable. On a voté pour parce qu'on considère que 15 milliards pour les forces de sécurité intérieure, c'est intéressant. Donc, sur l'immigration, c'est la même chose. Mais à condition qu'on sorte de cette rhétorique un peu facile, gentil-méchant, et puis qu'on se pose des questions au fond. Quid quand même de l'intérêt des pays d'origine, si c'est pour aller pomper les cerveaux, si c'est pour aller vider un certain nombre de pays de leur cadre, non. Et puis, quid des parcours d'intégration ici. Vous êtes prêt à écouter ça, Xavier Iacovelli, pour trouver un compromis avec les socialistes ? On parlera après. Mais avec l'ensemble des oppositions. Enfin, c'est le but de la concertation que nous menons sur ce texte et du débat qu'on aura tout à l'heure. Donc, moi, je voudrais répondre sur deux points. Effectivement, sur la question des employeurs voyous que le sénateur Bacher a indiqué. Effectivement, il y a aujourd'hui des sanctions qui sont prévues dans le code, c'est-à-dire 5 ans d'emprisonnement, 15 000 € d'amende. Sauf qu'on voit bien qu'il y a 500 procédures par an qui sont lancées et 100 sanctions qui sont réellement appliquées par an. Donc pour qu'une sanction elle soit utile, il faut qu'elle soit appliquée. Et donc on voit bien qu'on a besoin aussi de renforcer un certain nombre de dispositifs pour lutter contre les employeurs qui utilisent ces trappes à illégalité. Et puis il y a aussi, je le disais tout à l'heure, sortir de l'hypocrisie. Il y a, je rejoins Jérôme Durain sur cette question-là. On a des travailleurs aujourd'hui qui sont embauchés avec un titre de séjour. Et par un problème administratif de renouvellement du titre de séjour, ils perdent leur titre de séjour. Parfois même les employeurs ne s'en rendent pas compte, donc eux-mêmes se mettent en difficulté administrative, et notamment sur la restauration. On a vu un certain nombre de restaurants fermés administrativement pour des problèmes de renouvellement des titres de séjour. Donc on a besoin de simplifier les démarches, que ça soit rattaché non plus à l'employeur, mais bien aux salariés. Et donc ça, c'est tout l'enjeu du texte également. Et puis il y a aussi la question des demandeurs d'asile. On sait très bien qu'un demandeur d'asile, lorsqu'il vient d'Afghanistan, par exemple, il y a 99% de chances qu'il ait un titre de séjour en tant que réfugié. Et donc lui permettre aujourd'hui de travailler plus rapidement que le délai qui peut courir entre 6 mois et 1 an d'instruction de son dossier, ça va aussi pour une meilleure intégration. On l'a fait pour les Ukrainiens. On a fait en sorte d'avoir un titre spécifique pour les Ukrainiens. Et donc l'idée, c'est de faire en sorte que sur ces pays où on est quasi sûr qu'on leur donnera un titre de séjour, qu'ils puissent pouvoir travailler rapidement. C'est tout l'enjeu en fait de l'intégration par le travail qui est aujourd'hui porté dans ce texte. Ouais. Et cette réforme des préfectures, pour le schématiser, ça va dans le bon sens, Jérôme Durain. Oui, bien sûr, bien sûr. Non, mais il faut clarifier ce maelstrom administratif pour qu'on puisse avoir plus de fluidité et puis permettre à ceux qui travaillent de continuer à travailler et ceux qui ont envie de travailler de s'intégrer. Et je pense vraiment aussi que ça pose la question, sortir de l'hypocrisie, des plateformes.
Bien sûr. On connaît quand même la situation des travailleurs dans les plateformes, qui sont essentiellement des personnes étrangères sans titre de séjour, qui travaillent dans des conditions épouvantables. Là, il y a une présomption de salariat. Il faut aussi qu'on avance sur ce sujet, qui est un sujet induit par les questions qu'on pose en matière d'asile et migration. Pardonnez-moi, c'est juste prévu aussi dans le texte, et notamment sur le recours du travail indépendant, qui aujourd'hui n'est pas régulé sur la nationalité et sur le titre de séjour. Donc on a aussi besoin de lutter contre effectivement ces trappes à illégalité et ces trappes à précarité aussi pour un certain nombre de travailleurs des plateformes. Jérôme Bachar, est-ce qu'un compromis vous semble possible? Est-ce que vous pourriez voter ce texte? Alors il faudra aussi aller un peu plus, parce qu'il n'y a pas que de l'angélisme à faire. Il faut, pour que le texte soit bien compris et bien accepté de l'ensemble des Français, et ne pas laisser, comme dit Madame Borne, à l'extrême droite, le monopole de hurler sans arrêt des bons et des méchants, comme dit Jérôme Durain, c'est d'être aussi fort sur l'immigration illégale, sur le contrôle des papiers. On a aujourd'hui un énorme défaut sur les papiers, et il y a une fraude documentaire, notamment sur les papiers étrangers, qui est colossale. Demandez au greffe des tribunaux de commerce, je suis allé voir, ils vous expliquent que l'essentiel de leurs déclarations à Tracfin, à la gendarmerie, etc., portent sur des papiers étrangers. Donc nous avons aussi des sujets à traiter là-dessus, c'est extrêmement important. Et puis il y a un sujet dont on ne parle pas, c'est que vous avez les demandeurs d'asile, la demande de travail, mais vous avez et aussi le regroupement familial qui est aussi une grosse partie. Et ça, ce n'est pas l'intégration par le travail. C'est un vrai sujet qu'il faut aussi traiter. Aujourd'hui, tant que vous n'êtes pas parfaitement intégré, est-ce que vous pouvez intégrer votre famille ? C'est une vraie question. C'est pour moi un sujet. Aujourd'hui, il y a dans le problème d'intégration, c'est que l'essentiel des départements qui accueillent l'immigration, eh bien, ce sont déjà les départements que je vais qualifier de saturés en termes d'intégration. C'est pas normal que ce soit la Seine-Saint-Denis. On peut dire les choses en français. C'est le département de Seine-Saint-Denis dans lequel il y a le plus d'accueil. Or, c'est déjà le pays le plus, saturé. Donc, pour bien intégrer, dans le modèle républicain français, il faut aussi pouvoir avoir la bonne dose. Et juste, il nous reste 20 secondes, ça veut dire qu'il faut aussi répartir, comme le dit Emmanuel Macron ? Il y a forcément un sujet de répartition. Et moi, j'habite assez près d'un CADA. J'ai été assez choqué de voir qu'en Loire-Atlantique, certains manifestaient contre un CADA. Honnêtement, ça se saurait si c'était là où il y avait le plus d'illégalité. Merci, messieurs. On suivra bien sûr Elisabeth Borne et le débat devant le Sénat. Ce sera à partir de 17h30 sur notre antenne. Vous restez avec nous, on regarde ce qu'il y a à l'une de nos quotidiens régionaux.